Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci Thierry pour cette présentation, pour cette invitation. Merci à l'ICES effectivement d'aider avec la Fondation Napoléon à approfondir un certain nombre de sujets très régulièrement, très patiemment, parce que c'est aussi comme ça que se construit l'histoire, à coup de rendez-vous réguliers et de modestie presque, hein, dans le labeur qui consiste à, effectivement, sans arrêt, reprendre les chantiers pour les faire avancer. Et je pense qu'il y a effectivement œuvre utile qui se fait ici. Je suis chargé, effectivement, de la demi-heure gender et je vais assumer de défendre quelques qualités dans l'approche par le genre pour, justement, mener cette œuvre de révision. L'histoire est là pour être révisée. Thierry Lenz l'a très très bien expliqué tout à l'heure. Et il me semble, je commence par l'aspect provocateur, que le genre peut en effet servir à revoir ou à reconsidérer un certain nombre d'éléments historiques. Évidemment, le genre compris comme une catégorie d'analyse historique et non pas comme une offensive ou l'instrument d'une offensive idéologique, politique, qui prétendrait, par vocation, subvertir la connaissance académique et, pourquoi pas, l'ordre politique et social. Lorsque Thierry Lenz a eu la gentillesse de me proposer de participer à cette demi-journée d'études, j'ai compris le sujet tel qu'il me l'avait proposé, peut-on encore parler de Napoléon aujourd'hui, comme un double sujet en réalité, et c'est bien ce qui se dessine d'après cette journée. Est-ce qu'on peut encore en parler, au risque effectivement de continuer à énerver une partie de l'opinion publique qui est de plus en plus réticente à entendre un discours historique sage et classique, qui notamment ne fait pas totalement fi de la chronologie et d'un certain nombre d'éléments fondamentaux. Mais est-ce qu'on peut encore en parler au sens où est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire, alors même que nous sortons d'un bicentenaire particulièrement actif, que d'ailleurs la Fondation a intelligemment animé, et qui a permis, depuis 2000, de reconsidérer et d'approfondir vraiment à peu près tous les sujets. À peu près tous les sujets parce qu'il me semble que, justement, en matière d'histoire des femmes et en matière d'histoire des femmes et du genre, l'historiographie napoléonienne a quand même un petit train de retard, en réalité. Il n'y a pas, à proprement parler aujourd'hui, d'histoire des femmes durant l'Empire, alors que chaque grande période historique connaît son histoire des femmes. Et sans doute est-ce particulièrement utile à la connaissance de la Seconde Guerre mondiale, de la Révolution française ou de telle ou telle période, qu'on ait, comme disent un certain nombre d'historiens, désinvisibilisé cette partie de l'humanité qui n'est pas minoritaire et qui avait effectivement aussi son rôle d'acteur dans l'histoire. Donc l'historiographie napoléonienne, disons-le clairement, a un train de retard et gageons que dans un futur plus ou moins proche, une histoire des femmes durant la période du Consulat et de l'Empire pourra voir le jour. L'historiographie napoléonienne a aussi en cours souvent aussi le reproche d'être une historiographie qui est très classique dans son approche. Je me revendique de cet héritage classique, mais on doit entendre aussi ce reproche qui est que finalement, j'ai repris ça un petit peu en préparant cette demi-journée, on doit entendre ce reproche en ce que, effectivement, les grandes synthèses, et je fais mon mea culpa ici, ça sera le seul mea culpa de la journée, et j'ai le genou un peu rouillé, donc je ne le mettrai pas en terre, mais je fais mon propre mea culpa. Les principales synthèses, et Dieu sait s'il en existe d'excellentes, sur le Consulat et l'Empire, n'abordent pas en tant que telles la question de la place des femmes dans la société napoléonienne et finalement incorpore assez peu justement ces nouveaux éléments de l'analyse historique qui nous viennent effectivement d'outre-Atlantique, qui globalement sont résumés, synthétisés par la notion de gender ou de genre, mais qui en effet peuvent s'avérer parfois relativement pertinentes comme perspective
pour essayer de renouveler un petit peu la question de l'analyse de la société napoléonienne. Et il n'existe pas, à ma connaissance en tout cas, sauf peut-être l'exception notable, l'ouvrage de Jacques-Olivier Boudon, Le sexe sous l'Empire, qui a l'immense mérite de soulever un certain nombre de questions sur la question des femmes, la question de la relation homme-femme dans la société, dans les armées, etc., mais qui, par sa taille, par sa vocation, est un aimable survol d'un certain nombre de ces problématiques, mais ne les pousse jamais au fond. Mais il n'existe pas, pour la période du Consulat et de l'Empire, une vraie étude qui porte sur ces questions qu'on appelle communément du genre, c'est-à-dire de la représentation d'un sexe par un autre, de la représentation sexuée de la vie sociale. Et il me semble qu'il y a là une lacune, parce qu'effectivement, cela pourrait permettre sans doute d'enrichir notre regard sur cette période. Parce qu'enfin, depuis au moins 4 décennies, l'histoire des femmes se développe en France, selon un projet qui est louable et qui est celui, je le rappelle, qui consiste à en finir avec un universel qui est vu comme un universel uniquement masculin et de rendre plus visibles les femmes dans l'histoire. Et à cet égard, il me semble que l'ouvrage majeur dont nous aurons tous à avoir en esprit la parution, c'est la fameuse Histoire des femmes en Occident, dirigée par Georges Duby et Michel Perrault, qui paraît au début des années 1990, et qui est un moment clé, non seulement dans l'historiographie française, mais aussi dans l'historiographie internationale, parce que justement, il se propose de porter le regard sur cette part des acteurs de l'histoire ou des actrices de l'histoire qui a été, c'est vrai, assez longtemps négligée en tant que telle. Si je fais référence à cette Histoire des femmes en Occident de Duby et Perrault, c'est parce que dans l'introduction, il y a une formule, une phrase qui est d'ailleurs assez souvent reprise et que j'aime beaucoup, que j'ai notée à votre attention ce matin, et qui signale d'emblée la portée intellectuelle de l'ouvrage. Je cite, « Il s'agit de faire une histoire, c'est là que la citation commence, résolument, c'est l'histoire des femmes en Occident, il s'agit de faire une histoire résolument relationnelle qui interroge la société tout entière et qui est tout autant histoire des hommes. » Et donc, on aperçoit tout de suite que malgré une réticence finalement assez française envers la notion de genre, et qui est assez immédiate et qui touche assez immédiatement l'ensemble de la communauté historienne en France, on constate d'emblée que l'histoire des femmes bien pensée, c'est une histoire des relations. Et ça n'est pas l'histoire d'une catégorie, comme je l'ai dit moi-même hâtivement un petit peu plus tôt. On approfondit les choses et on s'aperçoit que finalement c'est une histoire des relations, c'est une histoire en fait de la société. Et cette histoire, une bonne histoire des femmes, je vais le dire comme ça, est une histoire des genres en réalité. L'histoire des femmes se concentre sur l'expérience de la vie des femmes dans le passé, alors que l'histoire du genre traiterait plutôt de la création de représentations, de la diffusion de ces représentations, de l'évolution de ces représentations symboliques fondées sur la distinction homme-femme. Mais ce partage entre l'histoire, ce que serait l'histoire des femmes et ce qu'est l'histoire du genre, ou ce que serait l'histoire du genre, c'est un partage en fait en réalité assez artificiel. Il n'y a pas de bonne histoire des femmes sans une histoire des représentations, évidemment, et sans une histoire de la relation entre les hommes et les femmes, et il n'y a pas, et donc sans qu'on incorpore ces dynamiques entre la manière dont on voit l'histoire des représentations, des mentalités. Alain Corbin, par exemple, pour évoquer d'autres historiens majeurs, s'est fait l'apôtre de cette approche d'une histoire des mentalités, et il a souvent pris le parti d'intégrer justement la manière dont étaient représentées les femmes dans le passé pour aider à comprendre les mentalités de l'ensemble de la société qu'il décidait d'évoquer. Et donc une bonne histoire des femmes incorpore cette idée des représentations, et évidemment une histoire du genre ne doit pas être une histoire déconnectée
de l'examen des conditions réelles des vies des femmes. Et donc, dire cela, c'est à la fois, me semble-t-il, souligner la pertinence que peut avoir une telle approche, une telle double approche, mais c'est aussi commencer à, excusez-moi pour le néologisme, désidéologiser l'histoire du genre. C'est-à-dire à la comprendre finalement comme une histoire qui peut aider l'historien à intégrer l'analyse des représentations mentales dans l'analyse qu'il fera de la société. Et c'est justement parce que l'histoire du genre est une histoire des relations hommes-femmes qui prolonge ou qui ajoute à l'histoire des femmes qu'elle peut être intéressante et pertinente pour nous. Alors c'est vrai que dans la notion, pour en terminer sur ces questions un peu théoriques d'histoire du genre et d'histoire des femmes, il est vrai que dans la définition du genre telle qu'elle nous vient des États-Unis, notamment par une grande intellectuelle américaine, John Scott, qui qui théorise le genre dans la deuxième partie des années 80, 1986 essentiellement, son article majeur dans l'American Historical Review. Il est vrai que dans cette notion du genre, il existe une part qui revient à l'examen des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Et c'est là qu'effectivement, il y a de la part des tenants de la théorie du genre toute une dimension qui va très rapidement devenir idéologique et qui parfois se résume à cela et à une offensive idéologique, qui est d'utiliser le genre pour dénoncer ce que Thierry Lins rappelait tout à l'heure très bien, c'est-à-dire cette mise en place d'une domination patriarcale dont nous serions aujourd'hui le produit malheureux et dont il s'agirait de se libérer. Mais comprenons bien que cette dimension de pouvoir, elle est inhérente justement au fait que, en effet, on examine des relations de sexe, et en effet, on ne peut pas nier, je vais arriver petit à petit à la période napoléonienne, on ne peut pas nier que dans la période napoléonienne, durant la période napoléonienne, et je ne dirais pas surtout, je dirais d'autant plus qu'on arrive après la Révolution française, il y a un vaste mouvement d'affirmation d'une nouvelle forme de masculinité qui, d'une certaine manière, effectivement, assigne à un rôle subordonné, socialement, j'entends, les femmes de plusieurs milieux sociaux, pas de tous les mêmes milieux, enfin, pas de l'ensemble des milieux sociaux. Mais dire cela, ça n'est pas forcément, effectivement, souscrire à l'idée que le genre doit nous aider à déconstruire l'édifice social, culturel, en matière de mœurs, qui a été patiemment bâti, non seulement depuis l'Empire, et je suis de ceux qui, effectivement, pensent que durant cette période-là, se font des choses absolument fondamentales pour l'équilibre et le développement de notre société depuis 200 ans, mais qui a débuté bien avant l'Empire. S'il y a une réticence française à envisager le genre, j'en termine par là pour ce début un peu théorique, c'est aussi parce que l'histoire a dans notre pays une fonction en tant que discipline scientifique, depuis, disons, la fin du XIXe siècle, mais aussi en tant que matière enseignée, depuis la même période, c'est-à-dire notamment depuis le travail de la Troisième République. L'histoire a une fonction qui est à la fois noble et assez particulière à notre pays, qui est de forger une communauté nationale, un sentiment national, un sentiment républicain, une communauté républicaine. Et qu'en ce sens, l'histoire, comme science et comme matière enseignée, a participé à dire un discours qui avait l'ambition d'atteindre une certaine universalité et qui a été relativement rétif à intégrer dans le cours de cette histoire des catégories, des forces qui semblaient démentir l'existence d'une vraie universalité de destin. Et quand je dis ça,
on peut penser à des rapprochements qui pourraient être celui évidemment des rapprochements avec l'histoire des femmes que j'ai toujours en tête. On peut très bien penser effectivement à des histoires régionales, par exemple, ou à des identités régionales qui ont été niées. Et nous sommes ici, je crois, dans une région qui peut attester de cette évolution. Des évolutions régionales qui ont été niées au titre de la nécessité de faire communauté nationale. Et là aussi, il ne me semble pas qu'il y ait forcément un jugement d'ordre moral à poser là-dessus. Hein. Établir ces faits, ça n'est pas se poser moralement en juge du passé. Donc vous l'avez compris, je vais me faire un peu l'apôtre de ce que pourrait apporter une étude par le genre de la période napoléonienne, en rappelant, et là je vais aller très vite, que le genre a permis de renouveler de nombreuses questions, et de manière très utile dans l'historiographie en général. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut plus évoquer une grande période de notre histoire sans avoir en tête une histoire des femmes qui a été construite sur cette période-là. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, par exemple, d'imaginer l'épisode ou de réfléchir sur l'épisode crucial pour notre histoire qu'a été l'épuration, sans penser aux travaux de Fabrice Virgili, La France virile, si vous voulez noter la référence. C'est extrêmement brillant sur les femmes tondues et sur une approche sociologique qui inclut la nécessité du genre dans la manière dont l'épuration s'est faite inégalement et au détriment notamment des femmes des villes. On ne peut pas imaginer un travail sur la Commune de Paris ou une réflexion sur la fondation de la Troisième République sans penser aux travaux d'Édith Thomas sur la figure de la pétroleuse qui est utilisée dans la propagande versaillaise et puis plus tard républicaine d'ordre, pour discréditer le passé communard de Paris. On ne peut pas imaginer, et là la référence est sans doute un peu plus sensible, mais je la donne quand même, on ne peut pas imaginer de réfléchir à la colonisation sans les travaux de Pascal Blanchard sur, un peu à la suite des post-colonial studies, qui effectivement réfléchit à la manière dont un discours colonialiste s'est forgé, qui a inclus une sorte de paradigme qu'il faut bien appeler genré, avec notamment une féminisation des colonies, j'y reviendrai tout à l'heure dans le discours. Et plus proche du champ qui nous occupe aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une bonne histoire de la Révolution française qui ne prenne pas en compte les travaux de Christine Le Bozec ou de Jean-Clément Martin sur la question des femmes et du genre, puisqu'ils y ont travaillé. Quel profit donc pourrait tirer l'histoire napoléonienne d'une approche par les femmes et par le genre? Je vais essayer de repérer quelques pistes, d'énumérer quelques pistes et de traduire en hypothèse ce que pourrait apporter l'histoire des femmes et du genre à nos questions. La première, c'est la question du discours. L'histoire du genre, comme d'ailleurs toutes ces histoires et toutes ces notions qui sont nées, disons, du post-structuralisme, du linguistic turn aux États-Unis, donc les années 80, 70-80, toutes ces notions se sont d'abord intéressées à la formation d'un discours pour essayer, c'était le projet initial, de dénoncer un discours qui était évidemment destiné à subordonner un certain nombre de minorités, etc. Mais il y a là quelque chose qui pour nous est intéressant tout de même. On pourrait très bien imaginer, ça n'a jamais été fait, de regarder si dans le discours, non pas de Napoléon, mais pourquoi pas, travailler sur sa correspondance, sur ses discours à la Grande Armée, etc., mais dans le discours des autorités du temps, par exemple, ou dans le discours des sénateurs à certains moments clés, je pense par exemple au moment de la proclamation de l'Empire ou au moment de sa déchéance, dans le discours politique qui est tenu à l'égard des pays que l'on vise à conquérir, est-ce qu'il n'y a pas des figures de genre qui s'affirment ? Est-ce que, par exemple, dans tout le discours qui est renouvelé, ça c'est Robert Morisset qui l'a très bien montré sur l'honneur, sur le sens de l'honneur sous l'Empire, est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, un vocabulaire, un lexique, disons, masculin, qui s'assimilerait justement à cette valeur nouvelle qui est revisitée sous l'Empire ? Est-ce qu'on ne trouve pas, j'y faisais un peu allusion tout à l'heure, des métaphores sexuées pour décrire des pays, des territoires, des populations que l'on s'apprête à conquérir et à dominer?
Intuitivement, j'ai l'impression que non. Mais les études postcoloniales, par exemple, ont bien montré que de tels discours existaient, dans lesquels la population vaincue, le territoire conquis, sont vus comme une femme que l'on prend, sont vus comme une terre que l'on rend, que l'on réduit à sa fonction nourricière. Je ne dis pas qu'il y a de tels éléments sous l'Empire, mais justement, travailler dans ce sens permettrait de peut-être montrer, et ça va être un peu le paradoxe sur lequel je vais essayer de mettre l'accent maintenant, permettrait de montrer que justement, comment dire, faire dénoncer la période napoléonienne comme un moment non seulement d'intense misogynie, mais aussi un moment où on structure clairement la société autour d'un patriarcat qui écraserait les femmes, etc., finalement est assez fallacieux, ou en tout cas peu étayé par les sources. Si je continue disons, cette série d'hypothèses que je me contente d'énumérer là, on pourrait se demander s'il n'y a pas, sous l'Empire, l'invention de catégories féminisées pour dévaloriser un ennemi. On sait que dans le contexte des guerres exotiques, la conquête des Amériques, plus tard la colonisation au XIXe siècle, notamment dans les contextes donc, qui opposent une armée de guerre asymétrique, qui opposent une armée conventionnelle à une population, on a eu parfois tendance à utiliser ce type de discours sexué pour présenter une force mâle qui s'impose à un adversaire femelle et nécessairement inférieur. Dans le but de cette journée d'études, j'ai repris un certain nombre de travaux, je pense notamment à celui de Nicolas Cadet sur la campagne de Calabre, et je n'ai rien trouvé de tel. J'ai même plutôt l'impression qu'à plusieurs moments, il y a finalement dans les sources, mais ça François Houtsek pourra peut-être confirmer ou infirmer mon intuition, mais j'ai l'impression que dans les sources qui décrivent par exemple les atteintes portées aux populations, il n'y a pas souvent, peut-être moins souvent qu'à certaines périodes, une distinction entre les hommes et les femmes, non seulement dans les dommages causés aux populations civiles, mais aussi dans les violences commises par ces populations civiles, par exemple à l'encontre des soldats. Et il me semble, en tout cas, que sur les travaux de Nicolas Cadet portant sur la Calabre, il y a, et d'ailleurs lui-même ne met pas du tout en évidence, le fait que des récits signaleraient précisément une distinction, voyez, qui en quelque sorte essentialiserait les hommes et les femmes autour de cette caractéristique de sexe. Il me semble que ça ne marche pas pour l'Empire. Mais vous voyez, encore une fois, hein, j'en arrive à cette dimension un peu paradoxale, c'est-à-dire que se servir de cette grille d'analyse aurait peut-être l'avantage paradoxal de démontrer que finalement, ce que va donner le XIXe siècle, ce XIXe siècle colonialiste, ce XIXe siècle qui va biologiser, médicaliser, théoriser sous cet angle-là, très pseudo-scientifique, la différence homme-femme, n'est pas encore dans l'expérience napoléonienne, et qu'il y a peut-être beaucoup plus de nuances et de richesses dans justement ce tout premier XIXe siècle. Le discours, donc. Une deuxième piste pourrait être, à travers l'étude des campagnes ou des occupations militaires, un travail sur les représentations et les usages du masculin et du féminin. S'agissant du comportement des soldats, par exemple, on pense tout de suite, pour des hommes qui se retrouvent, pour les soldats, des jeunes hommes, qui se trouvent brutalement et souvent pour longtemps éloignés de leur famille, privés de femmes, projetés dans un univers où les repères moraux et légaux s'estompent. On pense tout de suite à l'évolution de leurs pratiques sexuelles, au recours à la prostitution, à la récurrence des viols, à l'existence ou non de la pratique de viol systématique au moment de la domination de tel ou tel pays. Des travaux approfondis sur cette question-là, qui aborderaient la question de l'occupation et de la conquête militaire par ce biais, pourraient sans doute enrichir notre connaissance de ces phénomènes-là. Par ailleurs, la connaissance de certains événements, je pense notamment à la campagne d'Égypte, nous apprennent que souvent les femmes sont un enjeu. En Égypte, la femme est un enjeu au sens où voilée,
voilée par l'homme qui incontestablement la domine, et ça permet d'enverser peut-être le regard, elle est soustraite au regard et à la convoitise de l'occidental qui conquiert le territoire. Et pour les indigènes, préserver leurs femmes, c'est préserver symboliquement et réellement leurs femmes, c'est préserver symboliquement leur culture, leur identité, leur capacité de résistance, etc. Et il me semble que les travaux sur la campagne d'Égypte montrent que, in fine, les femmes qui restent disponibles pour les soldats européens se trouvent de facto être des femmes étrangères, africaines, subsahariennes, européennes, et dont une partie d'entre elles était déjà exploitée, et notamment exploitée sexuellement par la société indigène. Troisième piste, toujours liée à ces questions de campagne et d'occupation, la question du travestissement. On a une certaine richesse, finalement, dans les cas qui sont évoqués de travestissement de femmes lors des campagnes militaires, qui se travestissent, qui se déguisent en hommes pour accompagner leur mari, leur amant, pour telle ou telle raison, et qui viennent même parfois à jouer un rôle militaire. Comment sont-elles jugées et vues? Comment ce qui finalement est, je parle en termes wokistes, une transgression de genre, comment est-ce que cette transgression de genre est vue? Comment est-ce qu'elle est vécue? Comment est-ce qu'elle est pensée? Comment est-ce qu'elle est interprétée? Et là aussi, je fais l'hypothèse que finalement, elle n'est pas vécue comme une transgression de genre et qu'elle a un côté beaucoup moins subversif que, sans doute, les historiens spécialistes du genre ou de l'histoire des femmes ne le penseraient spontanément. Je fais une petite incise simplement pour dire que si l'historiographie napoléonienne a incontestablement un retard en matière d'histoire des femmes et du genre, les historiens des femmes et du genre sont quand même très très peu familiers de notre période et que le regard qu'ils portent sur cette période est un regard qui est souvent naïf, idéologique et en fait non étayé par une bonne connaissance des sources. Et donc c'est à nous de prendre ces catégories d'analyse en main pour les appliquer à notre période et justement peut-être en avoir une vision plus complète et moins caricaturale. J'ai l'intuition en tout cas que les frontières de genre, pour parler toujours ce vocabulaire, que ces limites de genre sont en général plus poreuses qu'on le penserait initialement ou intuitivement sous l'Empire. Deux derniers champs, deux dernières pistes que je voudrais évoquer rapidement. La première, la prise en compte des catégories liées à l'histoire du femme et du genre nous permettrait de nous interroger peut-être sur la manière dont la masculinité, c'est un des grands champs de l'étude des gender studies, dont la manière dont la masculinité se redéfinit à notre période. Incontestablement, sous la Révolution française, les femmes sont progressivement exclues du champ politique et les réformes de la loi familiale, qui aboutissent au Code civil puis au Code pénal, sous la Révolution et sous l'Empire, forgent un statut que je vais par commodité appeler d'infériorité juridique des femmes. C'est connu. Inversement, ce statut qui est assigné aux femmes, finalement, permet de construire politiquement et socialement un nouveau type de masculinité qui, notamment, est fondé sur la paternité. Et c'est à partir de ce moment, incontestablement, que le pouvoir social et politique de l'homme et une vision de la masculinité qui vont dominer assez largement le XIXe siècle commencent à prendre forme. Tout au long du XIXe, progressivement, ça, des historiens l'ont bien montré, l'inadaptation à la norme virile dénotera chez les hommes à la fois une défaillance personnelle et un danger social. Et par exemple, quand des catégories ou des sciences comme la protopsychiatrie, l'aliénisme, première moitié du XIXe siècle, se développent, il y a un certain nombre de théories qui naissent autour justement de l'incapacité de certains hommes et surtout de certaines femmes à finalement respecter les assignations sociales ou morales qu'on leur applique.
Ce qui est vrai pour le XIXe siècle n'est pas entièrement vrai pour la période napoléonienne. Encore une fois, j'en ai l'intuition et j'en ai quasiment la certitude. C'est-à-dire qu'il serait sans doute très utile de travailler les sources de la période 1800-1815 pour essayer de vérifier si, oui ou non, ces assignations sont déjà fortes à ce moment-là. J'ai plutôt l'impression que ce sont la monarchie de Juillet, la période de la colonisation, et puis plus tard peut-être le développement justement de théories qui vont faire de, comment dire, en même temps que l'on va réfléchir sur les déterminations de sexe qui vont finalement socialiser un certain nombre de caractéristiques. Donc c'est plus tardif. C'est à partir de ce moment-là que les choses vont évoluer et que cette société va, pour le dire vite, se corseter. Je n'ai pas du tout l'impression que les choses soient telles sous l'Empire. Et donc ça permettrait de dépasser les éternelles litanies sur la misogynie de Napoléon, qui sans doute à certains égards n'est pas tout à fait contestable, mais il est homme de son temps, et d'aller plus loin et de réfléchir sur effectivement ce qui se joue pendant cette période-là. Et la dernière piste que je voulais évoquer, moi qui ai beaucoup travaillé sur la question des notables sous l'Empire, et notamment dans nos belles provinces, j'ai un regret immense de ne pas avoir exploité les sources que j'ai eues sous la main sous l'angle de l'histoire des femmes et du genre. L'Empire est une époque bénie pour l'histoire sociale, ou du moins l'histoire des élites, parce que les autorités, notamment préfectorales, le ministère de police, etc., ont défini un certain nombre de listes. On a beaucoup fait de listes pour essayer de faire émerger en particulier cette population des notables, un vivier social à partir duquel l'Empire pouvait recruter un certain nombre de ses serviteurs ou de ses administrateurs départementaux, par exemple. Parmi ces listes, il y a des listes assez classiques, les plus imposées du département, les personnalités notables par leur mérite, leur situation de famille, leur fortune, effectivement, etc. J'ai déjà, en abordant ces questions-là, montré que finalement, là aussi, un certain nombre d'idées reçues ou d'idées communes devaient être un peu nuancées, et que, par exemple, la fortune n'est pas toujours un élément très prépondérant dans la manière dont les notables sont repérés. Mais parmi ces listes, il y en a une, et c'est ce qui un peu, soulage le remords que je ressens, c'est qu'elle n'existe pas dans le département du Rhône sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais il y a une liste qu'on appelle la statistique personnelle, qui est une liste que les autorités impériales ont esquissée en 1807, établie en 1809, c'est Fouché au ministère de la Police, puis une liste qui a été reprise et finalement appliquée ou transmise pour application aux préfectures par Savary, le successeur à la police de Fouché. Et cette statistique personnelle, elle est absolument extraordinaire parce que, en fait, elle contribue à recenser, disons, les élites sociales, économiques, politiques, culturelles, nouvelles et anciennes, dans chaque département, en établissant notamment tout un tas de commentaires. Elle repose vraiment sur une enquête qui est une enquête de police à la base et qui recense tout un tas d'éléments sur la conduite, la moralité, les talents, la famille, les mœurs, la sexualité, les passions, mais qui va jusqu'à essayer d'estimer le fort intérieur des individus avec les questions éthiques et les questions d'opinion. Formidable matériel pour aller regarder justement s'il y a ou pas des représentations de genre dans les commentaires des commissaires de police, qui sont souvent extrêmement libres. Le commissaire de police à Brial, à Lyon, par exemple, à cette période-là, se permet des commentaires, alors pas dans le cadre de cette statistique, parce que comme je vous l'ai dit, elle a disparu, mais dans un tableau des personnes notables du département qu'il dresse, et qui est passionnant, mais qui est très incomplet, assez lacunaire, et qui ne concerne qu'un nombre très réduit de personnes. Mais il se permet, parce que c'est seulement à destination du préfet, des commentaires extrêmement libres, qui évoquent jusqu'aux préférences sexuelles de tel ou tel membre des élites, qui se permet de dire des choses et de
commenter la manière dont tel ou tel personnage, tel ou tel magistrat, par exemple, de la ville, se comporte dans la sphère intime, s'il a recours ou pas à la prostitution, s'il a ou non des mœurs homosexuelles, s'il affecte ou non le sadomasochisme. Donc on a des renseignements qui vont extrêmement loin. Si on étudiait cette source de manière extrêmement, disons, systématique, on pourrait en tirer un certain nombre de conclusions. Là encore, en vue de cette demi-journée d'études, j'ai regardé un petit peu les choses parmi les notes que j'avais prises, etc. Et en fait, on constate que le préfet passe sous silence, quand il remonte les informations au ministre de police, il passe sous silence la plupart de ces informations-là. Il lisse, il tait, non pas qu'il soit dans un déni, hein, mais on s'aperçoit que sa réticence à faire passer de telles informations s'attache en fait à deux raisons. La première, c'est qu'il est très réticent à entrer dans la vie des personnes. Il y a une sorte de volonté ou de non-volonté de véritablement faire ce pont entre l'attente publique à l'égard d'un personnage et sa vie privée. Et puis, il y a une deuxième réticence qui est liée sans doute aussi à une certaine tolérance à l'égard de ces pratiques, à l'égard de ces mœurs qui peuvent varier selon les individus. Et mon hypothèse, encore une fois, c'est que ces deux caractéristiques sont finalement un legs du XVIIIe siècle. Et que l'Empire, sur cette période, sur ce sujet-là, se trouve, comme sur tant d'autres, à la charnière entre le XVIIIe et le XIXe. À la charnière pour ce qui est question des mœurs, pour ce qui est la question des relations entre les hommes et les femmes, entre une période relativement libérale, où finalement les mœurs, pour le meilleur et pour le pire, se sont d'une certaine manière relâchées, et une période, le XIXe siècle, où effectivement une sorte d'emprise morale, contraignante, va s'affirmer, mais postérieurement à l'Empire. On n'en est pas encore là sous l'Empire. Et ce qu'on constate dans les sources de mes notables et des préfets et des commissaires de police qui jettent le regard sur la vie des notables, c'est qu'en fait, le non-respect, là aussi je vais jargonner, pardonnez-moi, mais le non-respect des impératifs de genre par les notables, le non-respect des normes de masculinité par les notables n'est pas rédhibitoire en soi. Elle n'est pas considérée comme rédhibitoire. Et il ne l'est pas, ce non-respect. Et il ne le devient que si, évidemment, la pratique ou les mœurs ou les comportements sont tout à fait publics, ou si, de manière évidente, ils mettent en péril l'exercice par tel ou tel magistrat. Hein, le principal magistrat de Lyon, qui est un personnage, par ailleurs, extrêmement attachant, d'après le commissaire Abrial, des mœurs assez dissolues, mais le préfet arrive à la conclusion que finalement, ça ne remet en rien, mais en rien, en cause ses capacités. Et Napoléon est sans doute directement au courant de ce que ce personnage vit et fait. Il le connaît assez bien, il le rencontre à chacun de ses passages principaux, en tout cas, depuis le retour d'Égypte. À chacun de ses passages principaux, il le retrouve, il finira, c'est Vouty de la Tour, hein, il finira président de la cour d'appel, donc c'est le principal magistrat de la ville, et à aucun moment, finalement, grief lui est fait d'orientations qui, communément au XIXe siècle, seront taxées de déviantes. Non seulement aucun grief ne lui est fait, mais lorsque Napoléon passe à Lyon en mars 1815 pour débuter sa période des 100 jours, il est un des principaux personnages notables locaux avec lesquels l'empereur s'entretient et avec lesquels, sans doute, il discute les fameux décrets de Lyon, les fameux principes qu'il va proclamer rétablis à son retour d'Elbe. L'idée, vous le voyez, elle est un petit peu provocatrice, c'est de ne pas continuer à encourir le reproche, de se fermer à ces notions nouvelles qui, globalement, ont des choses à nous dire. L'idée, c'est au contraire de prendre à bras-le-corps ces questions, de se saisir de ce que John Scott appelle elle-même une
useful category of analysis, hein, une utile catégorie d'analyse historique, d'en prendre les outils, de s'en saisir, et je gage que le résultat ne sera pas celui que l'on attend, que les contempteurs de la période napoléonienne attendent. Le résultat sera au contraire de montrer que la période admet beaucoup plus de nuances, je ne sais pas s'ils sont de gris ou d'autres couleurs, mais beaucoup plus de nuances qu'on le pense habituellement. En tout cas, il y a urgence absolue à ce qu'une histoire des femmes de la période soit établie. Et il y a, à mon avis, une urgence relative, mais une urgence tout de même à ce qu'effectivement cette catégorie d'analyse et ces outils soient mis en œuvre au service d'une meilleure connaissance de la période et, j'oserais dire, hein, pour désamorcer aussi le reproche qui peut être fait à l'historiographie napoléonienne de se tenir loin de ces catégories. Je répète, c'est un petit pied de nez personnel, que nous sommes peut-être loin de ces catégories encore, mais les tenants de l'histoire du genre ou les déconstructivistes, comme Thierry les appelait tout à l'heure, se tiennent aussi assez loin de notre période. Et il faut peut-être, mais ça c'est mon côté très positif, je crois in fine en la nature humaine, il faut peut-être qu'on rapproche en réalité les deux positions. Voilà. Je vous remercie beaucoup.